On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'agence Feedback de Chambly qui a remporté un prix au Gala Les Oliviers comme maison de gérance de l'année. C'est la maison de gérance, entre autres, de Lisanne Richard qu'on connaît bien ici. Mais d'abord, on vous parle d'une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans, qui pratique le water polo et qui pense même aller aux Olympiques. Aujourd'hui, on vous fait découvrir une athlète et un sport qui, malheureusement, encore aujourd'hui, est très méconnu. Je parle ici du water polo. Elle est de la région, elle vient tout juste d'avoir 18 ans et pourtant, elle patauge dans le water polo depuis les 7-8 dernières années. Il s'agit de Gabrielle Patnaud. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment on découvre le water polo quand on a 10 ans? Moi, en fait, j'ai commencé à jouer dans un camp de jour aquatique à Longueuil qui s'appelle Au Camp. Puis, dans le fond, c'est un camp de jour où il y avait de la natation pour tous les enfants, mais il y avait aussi des disciplines comme le plongeon, la nage synchronisée, le water polo. Puis, moi, j'aimais ça, les sports d'équipe. J'aimais ça jouer avec un ballon. J'aimais ça être dans l'eau. Donc, j'ai essayé. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert le sport. Au début, on le fait de façon un peu récréative. Oui. Mais pour toi, c'est devenu un sport de haut niveau avec le temps. Oui, oui. Mais c'est ça. En fait, moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le seul club sur la Rive-Sud, c'était à Saint-Lambert. Puis, on s'entraînait les samedis et les dimanches. J'étais souvent la seule fille. Il y avait beaucoup de garçons dans l'équipe. Ouais, il y avait pas... C'est vraiment une minorité, les filles. Puis, il y avait des grands garçons, tout ça. Puis, j'ai commencé à jouer mixte. Puis, à un moment donné, on a commencé à avoir une équipe de filles. Puis, l'équipe de filles, on a pu faire les provinciaux, donc championnat au Québec. Il n'y a pas beaucoup de clubs non plus. Fait que c'est un peu... Ça allait tranquillement, pas vite, mais c'est plus avec une équipe féminine qu'on peut se rendre plus compétitif. Qu'est-ce que t'aimes dans le water polo? Comme j'ai dit, j'adore être dans l'eau. J'aime ça, le sport d'équipe. Quand j'étais jeune, je nageais. Puis, sport individuel, je trouvais un petit peu stressant, la pression. Puis, dans l'eau, jouer en équipe, c'est ça qui m'a resté accroché. Puis, l'esprit d'équipe, ça, j'adore ça. Oui. C'est un sport quand même assez exigeant, ça demande de l'endurance. Souvent, nous, quand on le voit aux Olympiques, une fois ou 4 ans, on se dit, mais bon Dieu, comment ces gens-là font? Moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'on touchait au fond. Pour finalement me rendre compte que non, on ne touche pas au fond. Donc, si on ne touche pas au fond, ça veut dire qu'il faut qu'on reste à la surface de l'eau, ce qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. Qu'est-ce que ça prend pour pratiquer le water polo? Je pense de la résilience, parce que justement, c'est pas facile. C'est un sport qui est complet. Autant qu'il faut travailler le cardio, qu'il faut nager, qu'il faut travailler la force physique. Comme ça, on peut travailler ça dans le gym, mais on peut travailler ça dans l'eau avec différents styles d'entraînement que les entraîneurs pourront nous donner. Fait que je pense que c'est vraiment de continuer. Puis même si c'est difficile, de continuer à vouloir se dépasser. Et pourquoi tu es passé d'un niveau récréatif à un niveau de compétition? C'était quoi l'élément déclencheur pour continuer, mais à un autre niveau dans ce sport-là? Mais je pense que c'est la piqûre. La piqûre que j'ai eue, exemple, j'ai eu mes premiers tournois, mes premières games, puis l'adrénaline qu'on a en étant dans l'eau avec l'équipe, avec les entraîneurs. Puis là, tu fais un but, OK, c'est cool. Là, l'autre équipe fait un but, puis là, commence ce sentiment-là de « Oh, la compétition commence ». Puis je pense que c'est ça qui m'a gardée allumée dans le sport. Ouais. Donc, le volet compétitif, pour toi, t'allume beaucoup. Ouais. Je comprends que tu aimes les sports aquatiques et tu aimes la compétition. Ouais. Donc, bref, le mix des deux fait que tu dis, bon, finalement, je vais poursuivre. Exact. Puis il y a aussi les entraîneurs qui ont été très présents pour moi. Puis ça m'a gardée motivée parce qu'il y a des hauts et des bas, comme pour chaque athlète. Puis les entraîneurs ont vraiment été présents pour me dire de continuer puis de m'écouter. C'était quoi la ou les réactions des gens de ton entourage, amis, famille, quand tu dis « Oui, moi, je fais du water polo ». Du quoi? Du water polo? OK, c'est quoi? Tu fais ça à Saint-Lambert? Ah oui, c'est pas à Saint-Jean. Bon. C'était quoi les commentaires des gens de ton entourage? Ma famille ne connaissait pas vraiment. Ma famille proche, oui. Ma mère nageait quand elle était jeune, donc le domaine aquatique connaissait bien ça. Mais au niveau de la famille, comme mes tantes, mes oncles, mes grands-parents, tout ça, ils connaissaient pas le sport. Ils ont commencé à s'intéresser plus. Puis là... Maintenant, ils connaissent c'est quoi le sport, puis ils commencent à me suivre en ligne. Mais non, c'était vraiment méconnu pour eux. Puis ils posaient beaucoup de questions, comment ça se passait. Puis tous les stéréotypes dans le sens « Ah oui, tu touches le fond, ça se bat beaucoup sous l'eau ». C'est ça que j'entendais au début, mais en essayant de comprendre le sport, on voit que c'est pas juste ça. Ouais. Bon, le fait qu'il y a peu d'endroits pour le pratiquer, ici, sur la Rive-Sud, c'est à Saint-Lambert, donc ça implique des déplacements, forcément. Remarquons qu'il y a bien des gens qui vont trimballer leurs enfants au hockey dans des tournois à toutes sortes de villes au Québec. C'est pas le seul sport qui exige des déplacements, si on veut. Mais ça, est-ce que c'est quand même aussi une contrainte pour les gens qui veulent pratiquer un sport
qu'à chaque fois, il faut que tu fasses, évidemment, 30 minutes de tour pour t'y rendre. Là. Oui, vraiment. Puis ici, justement, que c'est un sport méconnu, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui le pratiquent. Puis moi, personnellement, j'ai eu cette difficulté-là parce qu'il n'y avait pas d'athlètes de mon âge. Donc, j'avais 12 ans, puis je m'entraînais à Longueuil parce que c'est au cégep de Montpetit qu'on s'entraînait. Sinon, je devais aller à Beaconsfield. J'ai fait comme 3-4 clubs pour pouvoir continuer à progresser. Donc oui, ça serait difficile. On a des piscines à Saint-Jean-sur-Richelieu pour pratiquer la natation, c'est bien et tout, mais il n'y a pas, mettons, une partie profonde où est-ce qu'on pourrait jouer le sport. Puis ça, je pense que ça permettrait une bonne visibilité pour pouvoir jouer au water-polo. Mais en fait, la profondeur, il faut juste que vous ne touchiez pas le fond, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais il faut que ça soit une piscine de 30 mètres ou 25 mètres. OK. C'est ça, il y a la grandeur aussi. On ne pouvait pas jouer en demi-piscine. Ça, exemple, une piscine comme Claude Raymond, ici, il n'y a pas ce spec-là, non? Non, parce qu'il y a une partie peu profonde. Ah, oui. Oui, donc le 25 mètres, on ne pourrait pas jouer une partie à cette piscine. OK, donc il faut vraiment que la piscine soit adaptée pour permettre la tenue du sport. Oui, exact. Là, dans le fond, je regarde ça depuis, disons, de 2017 à aujourd'hui, parce que là, dans le fond, tu as migré un peu dans la Ligue des championnats canadiens. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? OK. En fait, il y a la Ligue des championnats canadiens, il y a une conférence dans l'Est, une conférence dans l'Ouest. Puis pendant toute l'année, on a 18 matchs contre les équipes du Québec et de l'Ontario. Donc, il y avait souvent 2 équipes d'Ottawa, 2 équipes de Toronto, puis environ 3-4 équipes de Montréal. Puis ça, pendant l'année, on faisait beaucoup de parties sous forme de tournois, mais sous forme des fois une partie un jeudi soir, par exemple. Puis ça accumule les points pour les finales. Puis ensuite, il y a les finales de la conférence de l'Est, les finales de la conférence de l'Ouest. Puis les 2 meilleures équipes de chaque conférence se rencontrent pour des finales nationales. Comment on se qualifie ultimement pour jouer à l'international ou pour ultimement même aller aux Olympiques? Quel est le chemin, le canevas pour s'y rendre? En fait, tout commence, je pense, ça commence dans notre club. Des fois, il y a des petits tests à l'interne qui voient selon nos capacités. Pendant l'été, il y a l'équipe du Québec ou l'équipe provinciale. Puis, selon ces camps d'entraînement, ces camps de sélection-là, il y en a qui peuvent être repêchés, un peu reconnus par l'équipe nationale. Puis là, l'équipe nationale peut identifier un bassin d'athlètes, puis les inviter pour des camps pendant l'été. Il y a un tournoi jeunesse tu peux être invité et tout. Donc, c'est vraiment plus à part du club, ensuite provincial, puis selon les camps de sélection et tout, l'équipe nationale peut sélectionner les athlètes. Mais là, toi, qui viens d'avoir 18 ans là, il y a une semaine, est-ce que ton ambition ultime, c'est d'atteindre cet objectif-là, de faire partie de l'équipe canadienne pour les Olympiques? Oui. En fait, j'ai été sélectionnée sur le bassin de l'équipe nationale en décembre dernier, suite à un camp d'entraînement au mois de novembre. Donc là, ça veut dire que je suis suivie par l'équipe nationale. Puis, comme j'ai participé à mes premiers tournois internationaux, Coupe intercontinentale au mois de mars, puis c'est vraiment une première expérience. C'est sûr, je suis encore jeune, mais c'est avec ces expériences-là, avec l'équipe, que j'ai les opportunités, les camps, les tournois, que je vais pouvoir me rendre à mon objectif, les Olympiques. Ouais. Bon, là, tu as aussi été invité à participer au programme Next Gen, donc Next Generation, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme programme? En fait, ça, c'était en 2020. Ils avaient sélectionné 14 athlètes au Canada. Puis, on s'entraînait on était des prospects pour les Olympiques de 2024-2028. Donc, c'est vraiment un programme d'entraînement qui commençait à nous suivre justement en 2020, puisque c'était une année assez entre les deux, là, selon la pandémie. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils nous avaient centralisé 14 athlètes. Ouais. Bon, là, de ce que j'ai compris, tu devais aller au championnat panaméricain au Brésil, mais là, COVID oblige, l'événement a été annulé, déplacé. Oui, exact. Là, finalement, c'est déplacé en Serbie. Oui. Mais c'est prévu pour quand, ça? En fait, ça serait la fin juillet jusqu'au 8 août. Ça serait un championnat du monde. Cet été, là? Oui, cet été. Jeunesse en Serbie. En fait, ça serait un championnat du monde? Oui. Ouais. Les Panaméricains, c'était comme une sélection au Brésil. Ça a été déplacé, finalement annulé. C'est censé être fin mai, début juin. Puis, c'était trop compliqué d'avoir 2 tournois trop près pour le même groupe d'âge. Donc, le Canada était déjà qualifié suite à des... Donc là, tu vas jouer en Serbie cet été? Oui, ça va être un championnat du monde. Première expérience de championnat du monde, ça arrive cet été. Ouais. Tu joues à quelle position, toi? Je suis une joueuse de centre. Dans le fond, le water-polo, ça se joue, il y a une demi-lune. Puis, devant le but, il y a un joueur qui est aux 2 mètres. Ça, c'est ma position. Ça implique que je me bats un petit peu plus au centre. Je vais garder ma position. Je travaille contre une joueuse collée, là.
Puis je demande pour avoir le ballon. Puis c'est ça, c'est une joueuse plus d'attaque. Donc, tu comptes des buts. Oui. Ça dépend un peu parce que là, tu sais, je rentre dans le niveau international. Puis, tu sais, j'ai souvent eu un avantage de ma grandeur. Quand j'étais jeune, j'étais grande, c'était plus facile de pousser contre moi un joueur. Fait que, oui, quand j'étais jeune, je marquais quand même beaucoup de buts. Mais là, plus j'avance, plus il faut que je travaille d'autres habiletés. Oui, mais là, tes adversaires aussi doivent être grands, oui, j'imagine. C'est ça avec le... c'est pas facile comme quand j'avais 14 ans. Là. Oui. Comment... C'est quoi les stratégies pour arriver justement à compter des buts et à gagner des matchs? Le travail d'équipe. Pour vrai, si dans une partie, des fois, ça va moins bien, puis à la fin, il y en a qui commencent à jouer toute seule, puis à lancer le ballon trop vite, bien là, ça nous ralentit plus que d'autres choses parce qu'il y a une contre-attaque. Ça veut dire que l'autre équipe prend possession du ballon, puis peut aller à l'attaque. Fait que vraiment, jouer en équipe, la communication, c'est vraiment important. Puis pour marquer des buts, c'est justement de se faire le plus de passes rapidement pour déjouer la gardienne et le défenseur. Tu es une graduée de la polyvalente Chanoine-Armoricaine l'an passé. Tu complètes ta première année de cégep. Tu es à Édouard-Montpetit en sciences de la nature, profil santé. Ça va te mener où? Moi, j'adore la science. J'adore travailler avec les gens. J'adore apprendre. J'adore le sport aussi. Donc, présentement, j'étudie en sciences de la santé. Puis c'est là que je touche à la biologie, la chimie que j'adore. On verra où est-ce que ça me rend. Il y a les programmes de physiothérapie qui m'intéressent. Sinon, peut-être du côté de la médecine, de la neurologie. Et là, comment tu arrives à faire un peu les deux, c'est-à-dire les études d'un côté, puis le sport, il y a l'entraînement, il y a les parties, il y a du déplacement. Là, tu vas être à l'international. Tu veux peut-être aller aux Olympiques un jour. Bref, comment tu fais pour faire les deux en même temps? Honnêtement, je suis encore en train d'apprendre. C'est pas facile, c'est sûr. Ça prend beaucoup d'organisation, mais je pense que l'organisation, ça fait partie de mes forces. Puis c'est comme ça que je suis capable de voir, OK, ben là, j'ai un soir cette semaine que j'ai une pratique à telle heure, mais entre 2 heures et 4 heures que j'ai une pause, c'est là que je fais mes devoirs. Fait que c'est vraiment de l'organisation comme ça. La sélection olympique, elle est prévue pour quand? En fait, c'est un cycle. Donc là, on est dans un cycle de 2021, puisque les Olympiques avaient été retardés d'1 an, jusqu'à 2024. Donc, d'ici 3 ans, il y a pas mal des compétitions et tout. Donc, ça se peut que je fasse une équipe. Des fois, c'est d'autres filles qui vont aller à l'équipe pour voir un peu... On est 30 athlètes sur l'équipe, donc c'est un peu pour voir tout le monde. Puis le top 13 va aller aux Olympiques en 2024. Donc, c'est plus 2024 que ça va se décider. Bien, bonne chance à toi. Merci de nous avoir fait découvrir ce sport et toi-même par le fait même. Donc, sachez qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une athlète maintenant de haut niveau dans le domaine du water polo. C'était sa première entrevue. Oui. Il y en aura peut-être d'autres éventuellement. Moi, je pense qu'on va continuer d'entendre parler de toi. Bonne chance. Parfait. Merci beaucoup. Restez avec nous. On revient tout de suite après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, 7 semaines à Sport Express. Et il a laissé parler son talent, ce grand artiste ici à Saint-Jean, mais maintenant il gratte la guitare. Absolument. Christian Sbroca est avec nous pour une émission complète. Ne manquez pas ça. Évidemment, dans le cadre de cette émission, on reçoit souvent des personnalités ou des artistes, chanteurs, humoristes, mais rarement on reçoit des gens qui s'occupent de ces gens-là. Je parle ici des maisons de gérance, des maisons de production, qui travaillent forcément un peu à l'arrière-scène. C'est ça le rôle du métier. Mais parfois, il y a des événements, comme le Gala des Oliviers tout récemment, qui nous a montré que la maison de gérance Feedback a remporté un prix comme maison de gérance de l'année. Et ça donne que c'est une maison de gérance qui est établie ici même dans la région de Chambly. Avec nous pour en parler, 2 invités. Marie-Ève Lapierre, bonjour. Bonjour.
accompagné de Guillaume Paquin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon. Pourquoi on s'est lancé dans ce domaine-là? Puis ça date pas d'hier, là. Non, ça date pas d'hier. Non, ça fait presque 12 ans qu'on fait ça. Guillaume Dans ton cas, ouais. Dans mon cas. Guillaume est arrivé avec moi, ça fait 4 ans, 5 ans, ouais. On s'est lancé, en fait, en gérance. Dans notre cas, à nous, c'est vraiment les artistes qui nous ont invités à devenir gérants. On les côtoyait énormément à travers les soirées d'humour. On avait mis sur pied la première soirée, je dis on parce que j'étais avec mon conjoint au départ. On avait mis sur pied la première soirée d'humour à Montréal, là, l'ancêtre de tout ce qu'on appelle maintenant les soirées de rodage à Montréal. On est les premiers à l'avoir fait dans un lieu qui s'appelle le Pop Saint-Cyboire. On côtoyait énormément d'humoristes là-bas. J'étais une personne très, très, très organisée, là, une élève de première de classe. Et mon conjoint était déjà très investi dans l'industrie de l'humour, avait une formation d'auteur, commençait à travailler avec J pour rire, tout ça. C'est les artistes qui nous ont demandé, en fait, de les représenter. Fait qu'il y a différentes façons de devenir gérant, mais dans notre cas, ça a vraiment été une invitation de la part des artistes. Donc, sollicité de la part des artistes qui disent « Hey, tu ferais une bonne gérante. » Oui, on a besoin d'aide pour nous organiser, pour nous aider à développer notre carrière, tout ça. Tu ferais une bonne gérante. C'est vraiment ça qui est arrivé, dans mon cas, moi. Ouais. Guillaume, c'est quoi l'importance des maisons de gérance, des producteurs, des gérants, des gérantes pour les artistes? Appuyer les artistes dans à peu près toute leur sphère. Dans notre cas, à nous, en fait, on est vraiment investis, je te dirais, à tout point de vue de leur vie. On gère leur agenda, on gère leur contrat, on gère où est-ce qu'ils s'en vont, comment que ça se passe. Là. Puis souvent, à partir d'un certain point, tu as bien des artistes qui n'ont plus le temps de faire ça. Ils n'ont plus le temps d'envoyer des factures, d'eux-mêmes signer des contrats. C'est vraiment pour les déloader dans la mesure du possible jusqu'à temps qu'eux peuvent juste s'occuper du créatif puis de faire ce qu'ils aiment le plus faire puis dans quoi ils sont les meilleurs. Là. Les artistes, évidemment, il y a plusieurs personnalités là-dedans. Il y en a qui s'occupent de leurs affaires tout seuls. Il y en a qui ont besoin d'aide. Il y en a qui c'est une aide technique, genre la facturation, ces affaires-là. Il y en a aussi qui ont besoin d'être rassurés. C'est des émotifs, des insécures. Bon, c'est ça. Puis ils ont besoin de gens ou des artistes qui sont pas capables de dire non. Oui. Bien, moi, je dis souvent que j'ai un enfant biologique puis 7 adoptés, dans le sens que c'est pas des enfants, c'est des adultes, mais on est vraiment très, 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 très présent avec eux dans le sens où on joue plusieurs rôles quand on est gérant. On est vraiment, je dis souvent qu'on est l'extension de l'artiste. C'est comme si chaque artiste est une petite PME. On vend un produit différent dans chacune de nos petites entreprises. On doit l'accompagner différemment. Donc, on a un système de gestion qui est le même pour ne pas se perdre là-dedans au niveau administratif. Mais après ça, l'accompagnement est vraiment adapté pour chacun. Bon, de 2008 à aujourd'hui, de quelle façon Feedback a-t-elle évolué avec les années? Bien, quand on a commencé en 2008, on devait apprendre le métier aussi. On avait beaucoup d'expérience à gagner. Dans le choix des artistes qu'on accompagnait aussi, il y a des changements qui ont été faits dans les dernières années. Au niveau de mon associé, l'actionnariat, des changements qui ont été faits. Mais je dirais surtout qu'à partir du moment où Feedback s'est donné le droit de se faire confiance au niveau des idées, on est une équipe très, très impliquée au niveau de l'idéation avec les artistes, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la majorité des gérants. Dans notre cas, c'est vraiment un point fort pour nous. Bon, mais justement, qu'est-ce qui différencie Feedback des autres boîtes? La proactivité, je pense beaucoup. Depuis que moi, je suis là, du moins, il y a tellement eu de crises en humour, en fait, ce qui s'est passé là, avec l'histoire de Roson. Ensuite, il y a eu la pandémie, tout ça, puis on a été très proactifs et on s'est adapté rapidement, je te dirais, à toutes ces situations-là pour essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut. Puis je pense que c'est ça qu'on a vraiment bien fait à travers les années, puis qui nous a rendu fort à ce point-là aujourd'hui, en fait. Là. On a mis des chapeaux de producteurs de contenu, producteurs de spectacles, des chapeaux qui ne sont pas des chapeaux de gérants. S'il fallait les porter, on les a tous portés. Je pense que c'est ça qui nous différencie. Bon, comment avez-vous reçu ce prix là, que vous avez remporté récemment au Gala des Oliviers? Bien, c'est spécial parce que les Oliviers, pour moi, c'est un peu... Je le vois... Pour pas se mettre de pression avec ce gala-là, j'ai toujours dit c'est comme un jeu. On s'inscrit aux Oliviers. On verra ce que ça donne, puis à la fin, on voit si on se rend sur la planche de jeu jusqu'à l'objectif. J'avais un détachement avant, et quand on l'a gagné, je dois avouer que ça a vraiment tout changé. On était vraiment fiers. C'était vraiment aussi très impressionnant de voir l'appui de l'industrie. Je pense que ça m'a touché énormément de voir à quel point ce prix-là était unanime auprès de nos collègues. Nos collègues étaient fiers pour nous. Ils reconnaissaient notre travail. Et encore aujourd'hui, on se fait encore féliciter tous les jours pour ce prix-là. Et même si le gala est passé déjà depuis un petit bout, il y a quelque chose au niveau de l'industrie là, qui m'a touchée. Est-ce que ça amène plus de notoriété, plus de crédibilité, plus d'attractivité? Autrement dit, est-ce qu'il y a des artistes qui sont en fin de contrat ailleurs, qui cognent à votre porte pour dire « Ouais, ça vous tenterait pas de me représenter? »
C'est une bonne question, hein, ça? C'est une bonne question. C'est sûr qu'on a eu des approches, ça a créé un petit mouvement. Là, on a eu des approches de gens de toutes parts. Après ça, comment les gens nous perçoivent, je le sais pas. C'est surtout une question de reconnaissance, beaucoup plus que de futurs projets en lien parce qu'on a gagné ce prix. C'est dur à quantifier. Oui. Vraiment, vraiment, oui, énormément. Mais ce n'est que du positif, dans le Oui, fond. Là, c'est juste du positif. Puis il faut savoir aussi que c'est une industrie qui est grande mais petite. C'est une famille. Ouais, L'humour, on se connaît déjà tous. Fait que je pense que ça a juste concrétisé quelque chose. Est-ce qu'on prend des artistes déjà établis ou est-ce qu'on cible des artistes qui actuellement n'ont aucune gérance, donc des gens qui commencent dans le métier mais qui ont un potentiel X, Y, Z? Comment on les repêche un peu? C'est deux modèles d'affaires complètement différents. Là. Dans la mesure où un artiste déjà établi, il faut s'assurer au niveau de ses expériences antérieures, de ses désirs actuels, puis ses objectifs à venir, qu'on ait la bonne équipe. Parce qu'un artiste déjà établi va avoir une meilleure conscience de son développement, de sa valeur, tout ça. Il faut savoir, des fois, c'est juste un fit selon les projets. Le développement, c'est tout le contraire. C'est que là, il faut vraiment se lancer cœur et âme dans le développement de quelqu'un auquel on n'a aucune idée si ça va fonctionner ou pas. C'est des centaines de milliers d'heures d'investissement sans garantie de résultat. Fait qu'il faut vraiment avoir une espèce de passion là, qui va embarquer. Il faut y croire. Là. C'est vraiment... Bon, faisons un peu de name dropping, comme on dit dans le métier. Vous représentez qui? Mathieu Dufour, Pascal Morissette, Josiane Aubuchon, des auteurs comme Michel Sigouin, Yann Bilodeau, ainsi que Simon Laroche. Et j'ai tout le temps peur d'en oublier. C'est Lisanne Richard, la plongeuse, justement, qui vient aussi de la région. Oui, qui est notre dernière venue. Qui a fait Big Brother Célébrité, qu'on a reçu en entrevue il y a quelques semaines aussi. Donc, pour le moment, c'est le bassin que vous avez. Est-ce que vous souhaitez en avoir plus ou est-ce que c'est suffisant, disons, pour l'équipe que vous avez en place en ce moment-là? C'est sûr que l'équipe qui est en place en ce moment, là, on est débordé. Là, en ce moment, ça va vite. En gérance, il faut savoir que puisqu'on est impliqué à tous les niveaux, c'est sûr que c'est énormément de travail. Il faut vraiment avoir on pourrait prendre quelqu'un d'autre, mais il faut que ça rentre dans l'équation de ce qu'on est en train de faire et que ça ne soit pas un dossier complètement... Lisanne est une exception. T'sais, si on reste dans l'humour... Oui, parce que les autres sont pas mal dans l'humour. C'est ça. Si on reste dans l'humour, la ouais. télé, la variété, les auteurs, c'est pas impossible d'ajouter quelqu'un dans l'équation. Mais d'ajouter quelqu'un qui vient d'une autre industrie, c'est des défis supplémentaires. Ça, non, on ne pourrait pas en ce moment faire un autre geste. Mais qu'est-ce qui fait qu'une Lisanne Richard a débarqué chez vous? Parce qu'à la base, Lisanne est une plongeuse de haut vol. Oui. Qui, oui, a travaillé au Cirque du Soleil, tout ça, mais travaille dans un... disons, c'est pas très connu, hein, le plongeon de haut vol. Là, elle est plus connue. Il y a Big Brother, évidemment, qui lui amène beaucoup de notoriété. Mais qu'est-ce qui fait que cette fille-là a atterri chez vous? Bien, il y a deux facteurs primordiaux. Le premier, on se connaissait déjà un petit peu. Sa sœur est une de mes amies. Donc, dans l'environnement à Chambly, tout ça, on se connaissait un petit peu. Donc, elle savait ce qu'on faisait. Puis c'est beaucoup aussi le travail qu'on a fait avec Mathieu Dufour qui a fait que Lisanne est venue nous voir. Son envie d'avoir un tremplin vers les médias, sa carrière vieillissante, son envie de transformer son sport en spectacle et non plus... Parce que si c'était que le circuit compétitif, on ne serait pas les bonnes personnes. Tout à fait. L'envie de faire tranquillement une transition, de documenter ce qu'elle fait, ses records, d'aller attacher la télé, tout ça autour... pour nous, ça devient un peu une extension de ce qu'on fait déjà, mais en traitant un produit différent. C'est une transformation de carrière, parce que le plongeon de haut vol, d'un point de vue compétitif, c'est une chose. Là, de sauter en bas d'une montgolfière au milieu de la rivière, disons que c'est un stunt assez... On est dans le spectacle, c'est ça. On est dans le spectacle. Bien, pour elle, c'est extrêmement un défi très haut d'athlète, mais pour le public qui le reçoit et l'organisation autour, on est dans le spectacle. Mais je pense que le mot-clé, tu l'as dit un peu tantôt, c'est-à-dire que nous, parlant de feedback, contrairement à d'autres, vous faites plein d'affaires pour vos clients. Parce que certains diraient, oui, vous avez 7 clients. Il me semble que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup dans la mesure où vous faites beaucoup de choses pour eux autres. Oui. C'est ça la différence. Oui. Bien, comme par exemple avec Mathieu Dufour en ce moment, on est en train de faire, de préparer son spectacle au Centre Bell, mais on a aussi les chapeaux de metteur en scène, d'idéation. Oui, mais c'est ça. Là. On n'engage pas de metteur en scène à l'externe pour monter le spectacle, c'est nous qui le faisons en équipe. Fait en ajoutant ces dossiers-là, c'est sûr qu'on va au-delà de la gérance avec nos artistes. Il y a certains artistes avec qui on traite les auteurs, par exemple, c'est vraiment seulement des dossiers de gérance. Mais il y a d'autres artistes au niveau scène où on va, Josiane Aubuchon, où
On produit des spectacles jusqu'en décembre. On a lancé une série avec elle. Fait qu'on va prendre... On a produit un podcast. Que Guillaume va travailler très fort. Donc, on va lancer des projets pour prendre des risques avec nos artistes pour les aider à gagner soit en visibilité ou accomplir des choses que les producteurs ne sont pas prêts à financer, mais auxquelles nous, on croit. Ça va être beaucoup ça aussi. Et l'équipe de feedback, c'est madame, c'est monsieur. Il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre, Julie Dignard, qui travaille avec nous aussi, qui est sur la gérance de Josiane et Lisanne. Et on a aussi une comptable qui est là à temps partiel. Ça prend toujours une comptable. Il faut tout le temps une comptable. C'est pratique, pareil. Fichier Excel, tout ça. Hein? Oui. Bien, félicitations encore une fois pour ce prix. Puis là, on a fait découvrir au public qu'il y avait ici même à Chambly une agence du nom de Feedback qui a gagné un prix aux Oliviers, qui représente quelques personnalités, dont Lisanne Richard, qu'on connaît ici localement. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Coulisses Bêta, jeudi. Les finissants en arts visuels du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu vont tenir leur exposition annuelle chez Arto. C'est au mois de mai. Vous avez l'information à l'écran, donc allez faire un tour pour encourager cette relève de demain dans le monde des arts visuels. À demain. Bye-bye.